Bien, bonsoir et bienvenue donc à cette table ronde Cognition et Société qui est organisée dans le cadre du lancement du MOOC Exercer son esprit critique à l'ère informationnelle qui a été produit par l'Université de Genève et qui est disponible sur la plateforme Coursera. Donc je suis Emmanuel Sander, je suis professeur à la faculté de psychologie et des sciences d'éducation de l'Université de Genève. Et je me réjouis d'animer ce MOOC avec ma collègue Mireille Bétrancourt, qui est également professeure dans la même faculté, et Caliste Chebling-Sev, qui est postdoctorante également à l'Université de Genève. Alors, l'objectif de ce MOOC, exercer son esprit critique à l'ère informationnelle, est le développement donc de l'esprit critique à une période où on voit la prolifération de fake news, dite encore infox. En effet, nous sommes en permanence assaillis par de multitudes d'informations, en particulier depuis l'essor des réseaux sociaux et leur présence sur les smartphones et les tablettes. Et paradoxalement, plutôt que d'être mieux informés, nous sommes conduits à douter de l'information que nous recevons, craignant qu'elle soit erronée, voire manipulée avec une intention de désinformation. Et face à ce phénomène, aucune attitude extrême n'est satisfaisante, car finalement, être crédule face à toute affirmation ouvre la porte à n'importe quelle manipulation, et en même temps, rejeter tout d'un bloc conduit à un scepticisme excessif qui met dans l'impossibilité de se construire une quelconque idée et d'avancer. Comment faire la part des choses et exercer son esprit critique dans ce contexte ? Dans le MOOC, exercer son esprit critique à l'ère informationnelle est aborder ce phénomène de désinformation, afin d'en comprendre les ressorts et les manières de le contrer, ainsi que des critères qu'il est possible d'adopter pour se construire ses propres idées. Aujourd'hui, donc, la table ronde Cognition et Société va aborder ces questions à la fois du point de vue des sciences humaines et sociales et du point de vue des sciences cognitives. Parmi les questions qui se posent, on peut retenir celle-ci. Pourquoi les fake news ont-elles une telle force de séduction ? Sur quel ressort cognitif s'appuient-elles ? Quelles clés d'analyse de ce phénomène apporte l'étude de nos biais cognitifs ? Est-il possible de se prémunir des effets pervers de nos biais ? Quelles sont les conséquences sociétales de ces fake news ? Comment modifient-elles notre rapport à l'information ? Alors, pour discuter de ces questions, les intervenants ici présents nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans le cours du MOOC lui-même, au fur et à mesure des modules, pour approfondir les points qui seront discutés aujourd'hui. Donc, du côté des sciences humaines et sociales, Dominique Cardon, qui est sociologue, qui est directeur du Media Lab à Sciences Po Paris, ainsi que le professeur Charles Imbert, qui est professeur en didactique de l'histoire et de la citoyenneté à l'Université de Genève. Pour ce qui est du versant des sciences de la cognition, Julien Mussolino, qui est professeur de psychologie et de sciences cognitives à Rutgers University, Luc Rodet, qui est docteur en sciences cognitives et président de l'association À Seconde Vue, et David Sander, qui est professeur à l'Université de Genève, psychologie des émotions. Donc, un grand merci à nos intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Dans un premier temps, nous allons lancer la discussion avec les intervenants, sachant qu'ensuite sera laissée la place aux questions du public. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation au fur et à mesure. Elles seront regroupées par Caliste Chebling-Sev et reprises dans la suite de la table ronde. Alors donc, sans plus attendre, une première question à Dominique Cardon. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter des fake news ? Est-ce que ce phénomène de fausses informations, de mythes, n'a pas finalement toujours existé ? Alors, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je suis sociologue du numérique. Alors, du coup, je vais tenir un discours qui peut être un tout petit peu contradictoire. Je pense qu'il faut s'inquiéter des fake news. Il y a un enjeu important, mais je dirais qu'il faut s'inquiéter de la qualité de notre espace public et de notre espace public numérique, notamment du rôle, peut-être qu'on y reviendra dans la conversation, que jouent les grands médias à haute visibilité. Parce que c'est vrai que le discours, moi, que j'aimerais tenir, c'est quand même qu'on se surinquiète. Voilà. Il me semble qu'on est face à une sorte de panique, une petite panique morale, qui est portée beaucoup par des élites très, très centrales, les universitaires, politiques, les grandes institutions, etc.,
on fait de la question de la désinformation une sorte d'explication technologique, en réalité, parce que c'est les réseaux sociaux qui sont impliqués, de problèmes politiques qui sont en réalité bien plus conséquents et graves que la désinformation. Donc, il y aurait tout un enjeu à discuter de cette affaire. Alors, on appelle fake news des choses qui sont des informations factuellement erronées. Évidemment, elles ne sont pas nouvelles. Donc là, toute l'histoire des médias, je pense que certains d'entre vous connaissent ça. On appelait le fait que les par des points de vue, soit associés à des idéologies, soit organisés à l'intérieur d'un espace médiatique qui lui-même est polarisé politiquement, on appelait ça des points de vue. De plus en plus, on est venu dire que certains faits étant manifestement erronés, il y avait quelque chose de l'ordre du faux et du faux factuel qui intervenait dans cette affaire. Alors peut-être, moi je voudrais dire très très rapidement qu'en réalité, on voit un volume considérable de fausses informations se diffuser dans des espaces numériques à faible visibilité. Et en réalité, un des enjeux centraux, me semble-t-il, c'est quand les médias du centre remontent des fausses informations des caves du web. Alors, on a des acteurs au centre de l'espace médiatique, c'est-à-dire qui ont une forte audience, et là je parle en numérique, qui sont des hommes politiques périphériques en tout cas pour le cas de la France, ou relativement périphériques, qui peuvent être le président des États-Unis dans d'autres contextes. Donc, voilà. Mais quand les acteurs du centre vont chercher dans les caves des informations et qui les propulsent avec des médias qui sont proches d'eux, Fox News aux États-Unis, ou bien certains talk-shows télévisés en France, effectivement, on introduit dans l'espace public, et l'espace public numérique a des comportements relativement proches en fait, de l'espace public traditionnel, on fait entrer la périphérie dans le centre. Et une partie du débat sur les fake news, et on le voit beaucoup par exemple sur les questions aujourd'hui du complotisme et du vaccin, c'est que beaucoup en fait, de journalistes à très haute visibilité viennent discuter, critiquer, mais en tout cas les ramènent vers le centre, toute une série d'informations erronées. Il me semble qu'on n'est pas assez attentif à ce mécanisme. Je voudrais dire deux petites choses de résultats. Alors, il y aurait plein de résultats, parce que maintenant, on commence à avoir beaucoup de résultats en réalité sur les travaux sur le numérique et les fake news. Il y en a deux qui me semblent importants. Enfin, il y en a beaucoup, mais je voudrais en souligner deux pour qu'on discute vraiment. Il y en a un, c'est cette histoire de bulles de filtre. Les gens qui partagent des fake news s'enferment dans des bulles de filtre et puis ne communiquent pas avec les autres. Bon, toutes les études montrent le contraire. C'est-à-dire que plus on partage des informations erronées, plus on est au courant de la position des gens hostiles, de l'autre bord, de l'autre camp, ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas, etc. Donc, cette idée que finalement, il y aurait une sorte d'isolement dans une sorte de cage de la pensée de groupe qui s'opérerait ne se constate pas, en tout cas, dans les études numériques telles qu'on peut les mener, même si ce phénomène peut de temps en temps arriver, mais ça arrive auprès de gens qui ont un intérêt très, très faible pour l'information et l'actualité. Ceux qui ont un intérêt fort pour l'actualité, qui sont ceux qui partagent les fake news, eux, en revanche, sont toujours très au courant de l'adversaire. Et ceci pour la deuxième raison, c'est le deuxième point que je voudrais faire, c'est que les études montrent que, alors je sais qu'on va discuter des biais cognitifs qui sont importants, qui sont une question importante, je ne cherche pas du tout à la négliger, mais en réalité, les fake news sont partagés par des gens qui sont idéologiquement d'extrême droite. Voilà. Et donc, les résultats aux États-Unis, dans plein d'études qu'on peut faire, c'est qu'en réalité, la production de ces fake news et leur mise en circulation est très largement fait par les extrêmes politiques. Alors, on pourrait dire qu'il y a une petite partie, en tout cas dans le cas français, pour l'extrême gauche, mais la très, très grande majorité des cas est en fait une production de groupes politiques, d'acteurs multiples et divers, et qu'il y a donc une relation entre l'intérêt, le partage, la mise en circulation, le bombardement viral, l'organisation de cabales pour faire massivement bombarder Internet avec des informations fausses, sont faits par des gens qui en réalité ont des comptes sur Twitter, sur Facebook et dans les réseaux sociaux qui sont extrêmement idéologiques et qui les associent à des idées extrêmement extrêmes. Donc, il me semble que, pour revenir sur la question initiale, est-ce que c'est nouveau, ces histoires de fake news? Autrefois, on avait des idéologies fortes qui structuraient la compétition politique, mais qui structuraient aussi le champ médiatique et l'espace médiatique par les affiliations éditoriales
des différents journaux qui composaient le spectre politique de l'espace médiatico-politique. Il me semble qu'aujourd'hui, on est dans, on le sait, une crise des idéologies, les points de repère idéologiques ou programmatiques sont nettement moins forts. D'une certaine manière, la presse et les médias du centre sont, à mon avis, je sais que c'est un peu paradoxal de dire ça, n'ont jamais été aussi fiables dans l'histoire des médias qu'ils ne le sont aujourd'hui, dans la vérification, dans le sourcing, dans la qualité de l'information, en tout cas en termes de vérification factuelle, qu'ils ne l'ont jamais été jusqu'à aujourd'hui, mais qu'en revanche, on ne sait plus faire de l'idéologie, ou en tout cas les points de vue sont manquants, les interprétations ne sont pas là, et qu'évidemment, il y a toute une série de porteurs d'interprétations et de porteurs d'interprétations politiques, notamment d'extrême droite. Alors c'est très très frappant dans toutes les théories du complot qui sont actuellement, qui entourent aujourd'hui le virus, puis le vaccin, puis les Chinois, puis le complot des banques mondiales, puis le grand reset, puis Bill Gates, puis, et on le voit parce qu'on a fait un travail au Media Lab sur ces questions, les Illuminati, les sionistes, les extraterrestres, et en fait Satan, hein, qui vient se mettre là-dessus. Donc on a des formes comme ça très discursive d'une théorie du complot qui a été réinventée par les cultures politiques du web, qui est plutôt portée par des idéaux politiques en réalité, mais qui sont mises en circulation à grande viralité dans une partie de l'espace médiatique, mais que les journalistes du centre, les journalistes qui sont très suivis, ne cessent de remettre au devant de la scène, et sans doute en leur accordant un peu trop de publicité. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci Dominique Cardon. Et donc, quelle est votre position, donc, Charles Imbert, sur ce phénomène des fake news? Est-il inquiétant? Est-il nouveau? Alors, je vais partir un peu de ma discipline de base qui est l'histoire, pour affirmer d'abord qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses nouvelles sous le soleil, que le XXe siècle européen ou français a été marqué par une lutte citoyenne extrêmement forte contre une fake news qui est la fake news dont a été victime Alfred Dreyfus, et que l'un des plus grands historiens qui m'a été donné de lire dans sa jeunesse a fait la Première Guerre mondiale, et il en est sorti avec un petit bouquin qui s'appelle qui évoquait les fausses nouvelles de la guerre, et qui montrait, à partir d'une observation tout à fait concrète, comment la guerre était gérée par des fake news, et comment c'est fait. Enfin, je fais un anachronisme, évidemment, ici, il parlait pas bien, il parlait de fausses nouvelles, il ne parlait pas de fake news, mais voilà, ces fausses nouvelles étaient absolument centrales elles participent de cette question historiographique énorme qui a beaucoup occupé les historiens et les historiennes de ces 20 dernières années, notamment autour du centenaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont tenu si longtemps dans de telles conditions, etc. Et les fausses nouvelles, on en a insuffisamment parlé, alors qu'elles ont sans doute joué un rôle important, puisque dans cette espèce d'attente extrêmement longue, on tenait aussi parce qu'on pensait que ça allait bouger, qu'une attaque allait enfin mettre fin à cette stagnation des tranchées, à cette stagnation du front qui a été extrêmement durable. Et puis, et donc voilà, il n'y a pas d'élément vraiment nouveau. Alors qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, bien sûr, c'est la technologie. Ce qui est nouveau, c'est sans doute l'intensité que permet cette technologie. Mais pour moi, ce qui est foncièrement nouveau, mais là, je vais redire ce qui vient d'être dit, mais peut-être en y ajoutant un autre élément, c'est-à-dire qu'il y a crise des idéologies, mais pour moi, il y a aussi crise des horizons d'attente. C'est-à-dire que on est, et c'est important pour nous, me semble-t-il, en didactique en particulier, c'est-à-dire que, alors en Suisse, c'est arrivé un peu plus tard, mais il faut quand même mesurer à quel point le fait de s'adresser à des élèves qui n'ont plus vraiment de bonnes raisons de penser qu'ils vont vivre mieux que leurs parents, ce qui s'est joué dans les années 70-80 en France, qui s'est joué un peu plus tard en Suisse, mesurer à quel point ça change les choses. Ne serait-ce que par rapport à la manière dont on négocie avec eux leur engagement dans l'école, enfin, etc. Bon. Et aujourd'hui,
en histoire, on est extrêmement attentif à ça parce que ça pose des tas de questions. C'est-à-dire que c'est plus le problème de la post-vérité, c'est plus que des fake news. Enfin, il y a aussi toutes les zones poreuses entre le vrai et le faux. Parce que la fake news totale, enfin, ok, on arrive à la mettre à distance, mais les petits doutes qui sont insinués, et pour moi, il y a un mot-clé qui est au cœur de mon inquiétude, et ce mot-clé, c'est le relativisme. Alors, en histoire, on a une sorte de vaccin, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas s'il fonctionne. Enfin, les rappels ne fonctionnent pas bien, mais c'est qu'on a à gérer une fake news spécifique qui s'appelle le négationnisme, qui est totalement insensé dès le départ, qui est vraiment, qui relève d'une sorte de théorie du complot, mais dont le caractère insensé n'empêche pas qu'elle continue à exister. Et donc, on a un rapport à la vérité qui est à la fois un rapport enfin, qui est complexe parce qu'il est à la fois amené à la nécessité de lutter contre le mensonge absolu qu'est le négationnisme, tout en devant, parce qu'on est dans une science sociale et humaine, tout en devant imaginer une quête de vérité qui ne soit pas avec des V majuscules et qui ne soit pas hyper positiviste et qui tienne compte de la complexité des situations humaines que traite l'histoire entre passé et présent. Et donc, tout ça, c'est extrêmement compliqué, mais ce qui me paraît, enfin, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le relativisme, c'est le fait que, dans le fond, tout finit par se valoir. Et par exemple, en histoire, le relativisme, ça passe par l'importance qui est donnée à juste titre, avec les meilleures raisons du monde, à la figure des victimes. Mais évidemment, les victimes, on ne peut pas ne pas toutes les mettre sur le même plan dès lors qu'elles sont victimes, alors que la différence se fait dans la question de savoir de quoi elles sont victimes. Ça pose, enfin, c'est un débat qui traverse l'historiographie européenne aujourd'hui, avec récemment une déclaration du Parlement européen qui explique en gros que la Deuxième Guerre mondiale serait due au pacte germano-soviétique et qui met très, très fortement sur le même plan les dictatures relevant des fascismes et celles qui relèvent du stalinisme et du dit communisme réel. Alors évidemment, quand on est du point de vue des victimes, il n'y a aucune raison de faire des différences. Mais si on veut comprendre l'histoire, il faut faire des différences, il faut faire des distinctions, il faut mettre les choses en perspective et on ne peut pas accepter ce relativisme-là. Voilà, donc c'est une autre dimension de cette fake news, mais qui me paraît important. Et peut-être que j'ai un peu le même réflexe que mon préopinant, en tout cas dans la manière dont il a commencé, c'est-à-dire de prendre un peu cette histoire à contre-pied, c'est-à-dire que voilà, c'est pas enfin je l'ai déjà dit, c'est pas les immenses fake news qui me font peur, mais c'est un peu c'est tout ce qui est un peu d'intermédiaire. Et puis dans le fond, voilà, trop de critiques tue la critique, trop de mise à distance tue la mise à distance, mais en même temps, mais j'aimerais quand même, parce que je me méfie de ces discours qui imaginent un passé idéalisé et se plaignent d'un présent totalement tyrannique. Et par rapport notamment aux réseaux sociaux, et c'est ce que je travaille avec des étudiants et c'est ce qu'on essaie un peu de développer. Enfin, il y a de quoi faire une éducation à un usage critique des réseaux sociaux qui puisse en tirer ce qu'il y a de positif. On n'est pas condamné à être, à être pris par cette histoire, enfin, par le fonctionnement des réseaux sociaux. J'ai vu encore ce matin sur Twitter un tweet qui rendait compte d'un état de la question sur le problème des thromboses particulières liées au vaccin AstraZeneca. C'était un article extrêmement équilibré, mais extrêmement intéressant, mais qui posait des questions. Donc, il faut bien qu'on se pose des questions, mais pas au-delà des questions qui sont à se poser, bien entendu. Et c'était un petit tweet qui m'a beaucoup plu parce qu'il disait bah, lisez ça, parce que c'est ce que devrait être Twitter, c'est ce que devraient être les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est pas un alarmisme, c'est pas une banalisation, mais c'est l'information dont nous avons tous besoin dans notre vie quotidienne. Et je pense que ça, c'est
c'est un élément qui est, enfin, c'est un horizon d'attente, celui-là peut-être sur lequel on peut travailler, mais qui me paraît atteignable dès lors qu'on met à distance un certain nombre d'abus qui évidemment sont extrêmement problématiques. Donc en effet, dans ces fausses informations, dans une partie des cas, les intentions sont malveillantes, sont pour diffuser des messages, mais dans d'autres cas, la diffusion est simplement parce qu'on y croit, parce que ces informations nous attirent, nous rendent curieux. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces fausses informations, ces fake news sont-elles si séduisantes pour le public? Luc Rodet, qu'en pensez-vous? Bonjour, je vais prendre d'abord quelques instants pour vous présenter rapidement notre association. Nous, on fait de la vulgarisation scientifique dans le domaine des sciences cognitives et de l'esprit critique. Donc, notre but, c'est d'intervenir auprès du public, non pas pour faire des conférences, mais pour leur faire manipuler un certain nombre de petites expériences et de travailler sur des sujets assez concrets pour leur faire comprendre comment marche leur cerveau. Et surtout, essayer de leur montrer qu'il faut aussi douter de soi-même et de sa position, de sa capacité à comprendre l'information, parce qu'on a effectivement tout un ensemble de biais cognitifs, et on n'a aussi pas forcément l'expertise pour comprendre une situation. Et donc, moi, je vais répondre à votre question, mais je vais prendre surtout quelques exemples, surtout un exemple sur cette question-là, pour vous expliquer un petit peu comment on explique la situation de la formation, de la prise d'information au public. Pour nous, on essaie d'expliquer le fonctionnement du cerveau en disant que l'information, quand elle arrive au cerveau, elle va être plus ou moins intégrée par rapport à ce qu'on a l'habitude de comprendre, par rapport à notre vision du monde, à nos émotions, par rapport aussi à nos connaissances qu'on a déjà accumulées. C'est comme un peu des briques de Lego qui arriveraient, dès qu'il y a une nouvelle brique. Si la brique s'arrange bien avec ce qu'on a déjà construit en termes de représentation cognitive ou de construction mentale, on va l'accrocher à ce qu'on a déjà construit. Et petit à petit, on va se construire comme ça une construction mentale d'une situation. Donc voilà, on prend quelques exemples dans la vie courante. Et un des exemples qu'on a l'habitude de prendre, c'est un exemple assez simple, c'est sur les moustiques. C'est d'actualité au début de l'été. Alors, ce n'est pas un sujet très, très polémique, mais ça permet justement d'expliquer un petit peu comment marche le cerveau sur des sujets qui sont moins polémiques que le Covid. Et donc, voilà, on parle des moustiques. Pourquoi? Parce qu'on voit régulièrement des propositions de produits anti-moustiques qui vont fleurir dans tous les supermarchés, tous les magasins. Et sur pas mal de blogs, on a plein de solutions possibles, naturelles, pas naturelles, contre les moustiques. Donc, récemment, je suis allé dans un magasin, dans un supermarché, j'ai vu des lampes anti-moustiques qui étaient proposées. Et donc, voilà, on propose ce genre de questions au public en leur demandant est-ce que les moustiques sont effectivement attirés par la lumière? Et donc, est-ce que les lampes anti-moustiques qui sont vendues dans le commerce marchent bien? Parce qu'après, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va l'acheter ou pas l'acheter? Donc, quand on pose ce genre de questions au public, les gens répondent généralement que oui, les moustiques sont attirés par la lumière, donc il y a de fortes probabilités que si j'achète une lampe anti-moustique, ça va bien marcher. Du coup, pourquoi les gens pensent ça? Avant de vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, indépendamment finalement de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, les gens vont adhérer à cette remarque comme quoi les moustiques sont attirés par la lumière, parce qu'on a tous fait l'expérience comme quoi dès qu'on allume une lampe, il y a toujours tout un ensemble d'insectes qui se baladent autour. Et donc, on se dit, s'il y a tous les insectes qui sont attirés par la lampe qu'on vient d'allumer, les moustiques vont faire pareil, ils vont être attirés par la lampe anti-moustique et après être grillés par la lampe anti-moustique. Donc, il y a déjà toute l'expérience personnelle qu'on a qui fait que, puis des témoignages d'autres personnes qui ont les mêmes genres d'expérience, qui fait que cette information comme quoi les moustiques sont attirés par la lumière, ça semble vrai. Puis il y a des croyances aussi qui sont partagées socialement. On nous le dit, on nous le répète, et on le répète à nos enfants, n'allumez pas la lumière parce que ça va attirer les moustiques. Donc on fait de manière spontanée, on ferme les fenêtres, on n'allume pas les lumières le soir. Et puis après, il y a même des effets d'identité sociale. C'est-à-dire que si les lampes, c'est très technologique, donc ceux qui sont pro-technologie vont dire, oui, une lampe en plus, c'est joli, c'est très techno, ça me plaît. Les gens qui sont attirés par tout ce qui est plutôt produit naturel, ils vont dire, non, mais ça c'est pas pour moi. Indépendamment, finalement, de savoir si ça marche ou ça marche pas. Et du coup, voilà, l'information, elle va s'intégrer à notre manière de penser et donc être séduisante par rapport à par rapport à tout un ensemble d'habitudes qu'on a, de connaissances, d'émotions, etc. Et de fait, pour les lampes anti-moustiques, les moustiques sont très peu attirés par la lumière. Donc les lampes anti-moustiques, ça ne marche pas. Et donc si on commence à douter de ces connaissances,
essayer de se remettre en question, ce qui est compliqué, effectivement, parce qu'il y a de la dissonance cognitive, il y a tout un ensemble d'éléments qui fait que c'est compliqué de se remettre en question. Alors, sur les moustiques, c'est peut-être moins compliqué que sur le Covid ou sur des choses plus problématiques, mais il faut se remettre en question, accepter de se dire que ce qu'on nous a dit tout le temps, et nos expériences personnelles ne sont pas forcément valables, pour essayer après d'aller plus loin et de se dire, je vais chercher de l'information. Et puis, si on commence à chercher de l'information, voilà, il y a quelques études qui ont testé les lampes anti-moustiques. Il y a plein de gens qui travaillent sur les moustiques et ils se sont vite aperçus que les moustiques ne sont pas attirés par les lampes, elles sont attirées par notre corps, par les odeurs qu'on émet. Et du coup, il ne faut pas acheter ces lampes. Voilà. Donc, un peu, les fake news, ça marche un petit peu de la même manière. C'est effectivement des informations qui vont s'accrocher à notre vision du monde. Et indépendamment qu'elles soient fausses ou vraies, finalement, elles vont s'accrocher et puis elles vont se construire comme ça notre construction du monde. Et juste un dernier point, j'aime bien le terme de séduction, parce qu'effectivement, on va être séduit un peu par des informations, vraies ou fausses, parce que la séduction, c'est un processus assez automatique, comme ces biais cognitifs, qui fait que on va finalement accepter d'être séduit et de se laisser tenter par la séduction sans forcément se remettre en question. Donc effectivement, les fake news peuvent être séduisantes, mais comme n'importe quel type d'information, à partir du moment où elles s'intègrent dans une manière de vivre, dans tout un ensemble d'éléments qui nous constituent. Donc, dans ce que vous dites, il y a l'importance des croyances personnelles. Julien Mussolino, que pensez-vous de l'attraction justement de ces fausses informations? Pourquoi sont-elles séduisantes? Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je suis très content d'être avec vous. Avant de répondre, si vous me le permettez, à votre question de manière précise, j'aimerais d'abord m'exprimer par rapport à ce que mes collègues ont dit il y a quelques minutes et dire que je suis vraiment content de voir qu'à travers les disciplines, il y a un accord quand même sur des questions fondamentales et des états de faits fondamentaux. D'une part, sur le fait que ces fake news, ce n'est pas forcément nouveau. D'autre part, je pense que c'est Dominique Cardon qui a dit ça en début d'émission, c'est que finalement, il faut faire attention quand on pense à la menace, finalement. Il parlait de panique morale. C'est vrai que ce n'est pas forcément le cas, en fait, que les fake news vont amener à ses pieds la démocratie. Et quand on réfléchit un petit peu, moi, j'habite aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Quand je regarde ce qui se passe, quand je pense aux fake news, il y a beaucoup d'autres choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus dangereuses et importantes par rapport à des questions fondamentales de démocratie que les fake news. Néanmoins, ça reste très intéressant pour plein de questions. Ça reste intéressant psychologiquement, ça reste intéressant socialement, ça reste intéressant technologiquement. Donc, je suis vraiment content d'entendre des gens à travers différentes disciplines finalement arriver aux mêmes conclusions. Mon collègue qui vient de s'exprimer, je suis désolé, je n'ai pas le nom en bout de table. Là, j'aime beaucoup l'analogie qui a été employée avec les briques de Lego. C'est très bien ça. Et j'aimerais ajouter à ça, en fait, que une des choses qui rend les fake news, qui reste, il faut le dire quand même, alors j'ai des chiffres, il y a en effet une petite littérature scientifique qui a commencé à bourgeonner comme ça, des gens qui se posent des questions sur les fake news dans différents domaines, et on se rend compte au niveau des chiffres qu'en fait, l'incidence des fake news par rapport aux news globales est très, très, très basse. Pour vous donner quelques chiffres, dans un article qui va sortir dans une revue dans pas longtemps, en Europe, sur Twitter, par exemple, en avril 2019, la part des fake news, c'était quand même moins de 4% par rapport à toutes les autres news. Aux US, où je vis, donc, de manière générale, donc par rapport à toutes les news sur lesquelles les Américains sont exposés, ça a été publié en 2020, les fake news représentent seulement 0,15% des news. Donc, il faut quand même relativiser un petit peu les choses. Et puis ensuite, maintenant, pour commencer à répondre à votre question de manière plus précise, il y a des questions plus fines qui se posent. Par exemple, si quelqu'un partage des fake news dans les réseaux sociaux, est-ce que ça veut forcément dire qu'ils y croient? S'ils y croient, est-ce que ça veut forcément dire que ces croyances vont guider leurs actions? Et ce n'est pas forcément le cas du tout, en fait. Donc, il y a ces questions plus fines qu'il faut se poser. Par rapport à la question de séduction, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il semblerait que le contenu des fake news pirate dans un sens certains biais qu'on a, certaines tendances naturelles qu'on a à être séduits pour des raisons qu'on comprend peut-être par des thèmes qui ont trait, par exemple, à la menace, qui ont trait aux choses sexuelles, qui ont trait au dégoût.
Donc des choses qui, certains chercheurs nous disent, en fait, pour des raisons évolutionnelles, attirent notre attention. Donc il y a cette composante aussi, qui est assez intéressante. Voilà, j'ai moins de 5 minutes. Ça va, hein? Merci. David Sander, vous travaillez dans le domaine des émotions. Du point de vue émotionnel, justement, pourquoi ces informations sont-elles séduisantes? Écoutez, je vais en fait être vraiment dans la continuité de ce que vient de dire Julien Mussolino par rapport aux aspects attentionnels. Il y a ce qu'on appelle l'attention émotionnelle. Et peut-être avant ça, j'aimerais dire aussi à quel point je suis heureux de voir qu'il y a un partage dans la vision qu'on a de ces fake news et du fait que les fake news, finalement, ne sont pas un élément nouveau au cours de l'histoire. Et je pense d'ailleurs que la raison pour laquelle les fake news capturent notre attention est probablement pour les mêmes raisons que les vraies news capturent aussi notre attention. C'est cette question que Prodé a dit des Legos qui vont s'accrocher. Je pense que l'aspect émotionnel va jouer un rôle très très fort et que quand les Legos sont émotionnels, ils vont s'accrocher particulièrement bien, en quelque sorte, avec notre esprit. Et c'est vrai que finalement, le journalisme de tout temps a compris cet aspect-là. Et d'ailleurs, on critique parfois le sensationnalisme de certains journalistes, de certaines nouvelles, où on va accrocher justement l'attention et l'intérêt des lecteurs et des spectateurs. Donc, je pense qu'une des raisons, qui est bien entendu pas la seule, mais qui est, et ça c'est peut-être une nouveauté quand même par rapport à l'histoire, c'est le fait que maintenant on a accès à tant d'informations. C'est-à-dire que dès qu'on va sur Internet, eh bien, on a une quantité d'informations incroyable. Et finalement, le job de l'attention, et Julien Mussolino le disait, ça va être de trier les informations parmi ce flux qui arrive. Et comment est-ce que notre cerveau va faire pour trier cette information? Il y a différents types d'attention qui existent, on n'a pas besoin de les détailler ici. Il y en a une qui est l'attention endogène, c'est-à-dire qu'on va soi-même rechercher une information. Mais il y a une autre forme d'attention qui est basée sur un système cérébral qu'on connaît assez bien autour de l'amygdale cérébrale, qui est ce qu'on appelle l'attention émotionnelle, qui a cette faculté d'être automatique. Donc très rapidement, on va avoir une information qui va être capturée, mais qui dépend quand même de nos buts, de nos besoins et de nos motivations. Donc qui n'est pas non plus une attention purement perceptive. Et donc cette attention émotionnelle, elle va être capturée par des événements qui nous touchent dans l'information. Et ce n'est pas pour rien qu'avec les médias sociaux, il y a cette personnalisation des fake news qui fait que les gens vont être touchés. Il y a une étude qui est sortie récemment à Singapour où ils ont montré qu'en fait, les gens vont, en général, quand ils voient une fake news, l'ignorer. Par contre, si la fake news touche un thème qui est important pour eux, dans ce cas-là, ils vont potentiellement la retweeter, la redistribuer. Donc, il y a cet aspect de personnalisation et d'émotion qui est forte. Par exemple, si ça touche au changement climatique, dans ce cas-là, ils vont la traiter, la retweeter. Ou alors, si la fake news ne les intéresse pas en soi, mais vient de quelqu'un qu'ils connaissent bien, si c'est un de leurs amis ou autre qui l'a tweeté. Et donc, il y a cet aspect aussi personnel qui va jouer un rôle. Et ça veut dire que je pense que l'émotion, pas seulement bien sûr, mais l'émotion joue un rôle important, parce qu'en fait, il y aura les deux effets typiques qu'on retrouve dans la recherche sur les émotions. D'abord, des effets personnels, c'est-à-dire qu'on va plus traiter l'information dans la fake news et on va plus s'en rappeler, donc des effets sur l'attention, sur la mémoire et sur la cognition. Mais il y a aussi des effets sociaux forts qu'on va retrouver avec un mécanisme que des chercheurs ont bien décrit, qu'on appelle le partage social des émotions. Dire qu'est-ce qui se passe quand il y a un contenu émotionnel, quand on vit une expérience émotionnelle, on la partage socialement. Évidemment, dans le monde des médias sociaux, partager, ça veut dire bien qu'on va distribuer et on va repartager le tweet. Donc, on voit qu'il y a des effets assez typiques ici du comportement émotionnel. Et il y a une belle étude qui est sortie du MIT qui montrait qu'effectivement, les tweets qui sont les plus rediffusés sont des tweets qui ont un contenu émotionnel lié à la peur, lié au dégoût ou lié à la surprise. Et je terminerai avec une autre étude qui m'a bien intéressé, qui est une étude qui a montré qu'on pouvait prédire à quel point un tweet allait être retweeté en mesurant à quel point le tweet allait capter l'attention d'un point de vue expérimental de participants pour des contenus moraux, politiques ou émotionnels dans les tweets. Donc, c'est probablement un mécanisme assez fondamental, cette idée d'attention, et en particulier, je pense, d'attention émotionnelle, qui va du coup permettre cette séduction vis-à-vis du tweet. Alors, merci David Sander. Et donc, dans ce contexte particulier, quelle va être la place de l'éducation? Est-ce que l'éducation a un rôle spécifique à jouer? Charles Imbert, qu'en pensez-vous?
premier élément de réponse, elle a sans doute un rôle déterminant à jouer, mais elle n'a pas tout le rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut... enfin, c'est un peu un préalable que je fais un peu systématiquement, mais ne demandons pas à l'école ce qu'elle ne peut pas assumer en tant que telle, elle ne peut pas changer la société à elle-même, enfin, toute seule. Enfin, et soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Cela étant dit, il me semble que la mobilisation des modes de pensée des sciences sociales par les élèves, et en l'occurrence des sciences sociales qui sont présentes dans l'école, mais il aurait pu y en avoir d'autres, hein, mais me paraît importante, comme me paraît important la réflexion autour d'un enjeu de développement pour l'élève qui est le suivant. Et je pense que autour d'un problème d'abord, il est important que les élèves aient la possibilité de traiter le problème de société dans leur parcours scolaire et de ne pas discuter seulement d'un problème de société en dehors de l'école, comme si l'école c'était un lieu complètement séparé où on traitait des choses qui ne regardaient pas leur vie quotidienne. Et dès lors qu'ils abordent des questions de société, pour moi, il y a deux enjeux importants. Le premier, c'est qu'ils doivent se documenter, c'est-à-dire que si on est à l'école et qu'on a quelque chose à apprendre, bien, on apprend à traiter un problème que l'on vit en tant qu'être social à partir à partir d'une documentation, à partir de sources X ou Y. On apprend à varier ses sources, c'est-à-dire à se documenter auprès de sources d'informations différentes. On apprend même à les croiser ou on essaye de chercher éventuellement des sources qui seraient contradictoires pour aboutir au deuxième élément qui me paraît extrêmement important du point de vue, alors d'un point de vue à la fois cognitif et citoyen, c'est un peu un croisement des deux. C'est-à-dire qu'il me semblerait très important que les élèves qui traitent un problème de société aient en principe l'occasion, soit en principe amenés non seulement à penser ce qu'ils pensent, à exprimer leur représentation, auquel ils ont droit et qui est un point de départ extrêmement important, mais qu'ils soient alors, dans un second temps, menés en situation de prendre connaissance d'un point de vue opposé, de l'étudier sérieusement, de le prendre au sérieux, d'accepter ce moment de remise en question, de décentration vis-à-vis de ses opinions antérieures pour aboutir ensuite à une synthèse qui pourra soit confirmer la représentation initiale, ce n'est pas le problème, ou qui pourra peut-être la déstabiliser et amener donc l'élève à se modeler une opinion un petit peu différente. Tout cela dans un contexte, pour rendre les choses encore plus compliquées, où il s'agit aussi de laisser, de donner à l'élève, de donner aux élèves tous les moyens de passer par ces activités, par ce recours à des sources d'informations diversifiées, mais tout en leur donnant bien la responsabilité, c'est un peu le concept en didactique d'évolution, hein, c'est-à-dire leur attribuer la responsabilité de se construire par eux-mêmes leur opinion, parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y aurait rien de pire que de transformer l'école en un espèce de sanctuaire d'un catéchisme laïque qui viendrait dire aux élèves ce qu'ils ont à penser, fût-ce contre les fake news et contre ce que vous voulez. Je pense qu'on a en même temps un enjeu d'autonomisation de la construction citoyenne de ces élèves qui est un enjeu extrêmement important, mais qui est un enjeu contradictoire que j'ai l'habitude de formuler autour d'un dilemme qui est un vrai dilemme, on n'en sort pas si on le prend au sérieux, mais qui est autour de la question suivante, à savoir comment faire valoir sans prescrire. On a des choses à faire valoir, mais il ne s'agit pas de les prescrire. Est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre? Dans l'absolu, non. Mais il faut trouver le moyen, par la dévolution, de permettre aux élèves de se construire leur opinion avec le maximum d'autonomie
Et pour ça, ben, voilà, il y a un apprentissage des sources disponibles qui est important. Quelles sont ces sources, qui est aussi un apprentissage de la nature extrêmement diversifiée, avec un problème, et je finirai juste là-dessus, avec un problème, parce que je vous entendais parler, j'entendais David Sander parler de cette étude sur Twitter. Moi, je suis quand même frappé de savoir que moi, je suis un utilisateur de Twitter, mais mes étudiants le sont à peine encore. Mais les élèves de mes étudiants, puisque je forme des enseignants, ils ne sont pas des utilisateurs de Twitter et ils utilisent des réseaux sociaux dont la nature m'échappe encore largement. Enfin, je veux dire, et cette modification constante des modes de communication est aussi un problème auquel il faut qu'on réfléchisse. Sans doute que je suis historien, donc je sais bien que le renouveau peut parfois cacher des constantes et des constances et des continuités. Sans doute qu'il y a quelque chose qui est de nouveau la même chose dans ces nouveaux réseaux sociaux que je connais mal, mais il y a sans doute aussi de la nouveauté. Et il faudrait qu'on la mesure davantage parce que, disons que sur le plan éducatif ici, c'est une difficulté, elle, nouvelle qui nous est posée par rapport à cet objectif d'une formation à l'usage des informations à travers les réseaux sociaux. Merci, merci Charles Imbert. Et alors, du coup, votre position, Dominique Cardon, par rapport à la place de l'éducation dans cette période qu'on qualifie, qu'on associe souvent à l'idée de post-vérité, donc que peut faire l'éducation? C'est formidable, on est très d'accord. Donc moi, j'acquiesce beaucoup à ce que vous venez de dire, Charles Imbert. Il faut éduquer, mais on ne fera pas tout avec l'éducation. Mais peut-être, alors, pour ne pas redire la même chose, moi, je crois, avec le numérique, on est dans une sorte d'éducation collective, mais à cycle très, très rapide, en fait. Donc, on a un gros problème, on comprend le problème et on essaie de le résoudre, etc. Enfin, alors, on apprend très vite, on fait beaucoup d'erreurs et on apprend très vite. Du côté de l'éducation, on pourrait dire à l'esprit critique, bon, je pense que c'est assez utile, mais moi, je ne suis pas du tout un expert là-dessus. Et moi, j'entends beaucoup les gens qui sont des spécialistes là-dessus dire vraiment que la chose finalement importante, c'est de produire de l'information, c'est de demander aux jeunes, aux étudiants de fabriquer de l'information, fabriquer de la fausse information et de mettre en œuvre les opérations de vigilance critique sur la manière dont on associe des faits entre eux par des liens causaux plus ou moins stables. Alors moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'idée de la source. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, dans une partie du débat sur les fake news, où on s'intéresse au contenu de la news pour savoir si, et c'est vrai qu'il y a des propriétés internes à l'information qui attirent cette attention émotionnelle évoquée tout à l'heure de façon forte. Mais on a un tout petit peu abandonné dans ce débat, et c'est très typique de la panique morale que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les journalistes disent mais maintenant les gens lisent tout et n'importe quoi, on est tous, c'est horizontal, on accède à toutes les informations, etc. Bon, c'est assez faux en réalité. Et c'est assez faux de penser que les gens ne sont plus attentifs à la source en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu éducatif dans une société qui est devenue très méfiante à l'égard des institutions, des partis politiques et des médias, qui font l'objet d'une critique extraordinairement forte, de rappeler quand même qu'il y a des médias qui sont différents les uns des autres, qu'il y en a qui ont plus d'autorité que d'autres, etc. Et moi, je pense que l'éducation à la source est très importante parce qu'elle est au cœur de la circulation de l'information. En réalité, on sait qu'on partage parfois des informations avec des sources anonymes juste parce qu'elles font rire ou parce qu'on ne les a pas lues, mais qu'en revanche, quand la source fait partie de notre univers de référence, on va y attacher une importance très, très différente si on pouvait mesurer les effets, parce qu'on observe des circulations, mais on n'observe pas forcément des effets, des attitudes, puis des comportements qui seraient liés aux informations qu'on aurait vu. Donc moi, je pense que c'est un élément important d'éduquer aussi à la visibilité. Alors ça, c'est un peu mon combat, ça, c'est-à-dire qu'on pense vraiment que le numérique, c'est pareil. Donc on cite un tweet qui a un compte Twitter qui a 2000 ou 5000 abonnés, c'est-à-dire rien, et puis un compte Twitter qui a 2 millions d'abonnés. Ils ne sont pas comparables du tout. Voilà, on ne parle pas du tout de la même chose, on ne parle pas du même monde, on ne parle pas de la même influence. Mais on a un peu l'impression comme ça que le numérique aurait aboli toutes les hiérarchies d'audience et de concentration d'audience. Ce n'est pas vrai du tout. Et du coup, ma troisième constat, c'est d'être attentif justement au haut
de la visibilité, hein, de ne pas constamment fouiller les poubelles, mais d'être attentif au fait que les gens qui ont une responsabilité, parce que maintenant on comprend ça dans le numérique, que retweeter c'est une responsabilité, et que quand on retweet un truc qui est un peu erroné en se disant que bon, le compte avait 5000 abonnés, mais le mien en a 500 000, ben on prend une responsabilité. Et les journalistes ont appris à faire ça. Ils ont appris à ne plus à faire des captures d'écran et pas à mettre des liens. Ils ont appris toute une série de procédures pour éviter ces effets baroques de renversement de l'audience. Mais il me semble que du coup, ça engage à une responsabilité aussi et une éducation assez collective des acteurs centraux, en réalité, sur la qualité de l'espace public. Et qu'on est au cœur de l'affaire. Maintenant, je pense qu'on commence à bien, c'est pas nouveau d'une certaine manière, les gens qui travaillent sur les médias savent par où passent d'une certaine manière je les appelle les blanchisseurs de l'espace public, des gens à forte visibilité qui vont prendre des choses dans les extrêmes et les ramener. Et ça passe par des médias un petit peu intermédiaires et extrêmes, ça passe par des commentateurs de talk-show avec des comptes extraordinairement suivis sur les réseaux sociaux, et ça passe aussi par du coup les rédactions qui invitent ces commentateurs précisément parce qu'ils sont polémiques et provocateurs et qu'ils amènent ces thématiques. Ça passe par des émissions de divertissement un petit peu, alors on en a moins. Voilà, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on en a moins que dans d'autres pays européens qui sont à la limite de l'information et du divertissement, et dans lequel, du coup, l'information qu'on met en circulation n'a plus d'enjeux, n'a plus les mêmes enjeux de factualité dans sa viralité, et que du coup, on peut se permettre de mettre en circulation un certain nombre de choses qui peuvent être douteuses, erronées, voire problématiques. Et que donc, il y a un phénomène, on pourrait dire un processus éducatif qui va des écoles aux journalistes, qu'il faut apprendre, et aux simples utilisateurs, aux simples internautes, qu'il faut apprendre à faire collectivement. Je finis juste, mais c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Comprendre que quand on like et qu'on retweet, on met +1 dans la machine algorithmique des grandes plateformes. Comprendre que donc chaque geste individuel d'internautes est en réalité une contribution à la production de l'immense machine à viralité et à mise en circulation qui est devenue le numérique. Et donc savoir que on vote d'une certaine manière en le faisant, c'est aussi une manière de comprendre les conséquences de certains gestes, et du coup peut-être aussi d'être plus attentif à tout cela. Twitter, par exemple, vous avez sans doute vu cette affaire. Maintenant, on vous demande, quand vous retweetez un lien que vous n'avez pas lu, ce qui est une pratique extraordinairement fréquente, vous demande si ce ne serait pas plus raisonnable de lire l'article avant de le retweeter. Bon, voilà, dans le design des interfaces, on peut aussi imaginer des choses qui nous alertent si on n'est pas soi-même assez critique, ou si on ne met pas en œuvre de façon suffisamment motivée un esprit critique. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, au-delà de l'éducation, qui est une affaire plus collective, on va dire, même si elle touche à la fois le scolaire et puis les citoyens, au niveau individuel, comment se prémunir de ce qu'on a appelé tout à l'heure les biais cognitifs, ces phénomènes, ce mécanisme assez automatique qui peuvent être émotionnels ou attentionnels. David Sander, comment se prémunir de nos biais cognitifs ? Alors, moi, j'aimerais bien continuer avec une analogie qui a été reprise plusieurs fois, qui est l'analogie du virus, et de dire que ces fausses informations, elles sont virales. Et pour dire qu'il y a un chercheur que j'ai lu et qui m'a bien intéressé, qui est le professeur Van der Linden à l'université de Cambridge, et puis qui a la proposition de créer un vaccin, justement contre les fake news. Alors, peut-être juste pour donner un petit cadre à cette idée-là, c'est vrai que dans la lutte contre les virus, il y a la prévention. On le vit énormément, évidemment, avec ce qu'on vit avec le Covid. Et dans la prévention, il y a un peu ces gestes barrières et de protection. Et puis, il y aurait le virus qui permettrait de nous prémunir. Et puis, il y aurait un traitement potentiel. Peut-être quelques mots sur l'idée de la prévention. Ce qu'a proposé donc, ce chercheur à Cambridge, c'est qu'effectivement, l'éducation telle qu'on en a parlé jusqu'à maintenant, et du coup, je ne reviens pas dessus, peut être extrêmement utile, mais se situe souvent à un niveau d'apprentissage de connaissances explicite.
Et le MOOC, pour ça, est extrêmement utile, par exemple, parce qu'on peut prendre conscience, ne serait-ce que prendre conscience de l'existence des biais, c'est déjà une très, très bonne manière, et je pense que Luc Rodet en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il explique qu'il y a aussi des aspects plus implicites qui sont extrêmement importants. Et du coup, il a créé un jeu qu'il a appelé le Fake News Game, qui correspond un peu à ce que finalement et Charles Imbert et Dominique Cardon ont décrit, qui est de demander aux internautes, aux étudiants, de eux-mêmes créer des fake news le plus activement possible, et ils gagnent des badges selon les 6 techniques qu'il a décrites de création de fake news, s'ils ont réussi à créer le meilleur fake news. Et avec ce fake news game, il explique qu'il créerait en quelque sorte des anticorps, c'est-à-dire anticorps affectifs et cognitifs, de sorte à ce que les gens soient en quelque sorte immunisés, c'est l'analogie qu'il utilise, contre ces fake news. Et effectivement, dans maintenant une série d'études, il montre qu'il y a une diminution de la sensibilité aux fake news chez ceux qui ont joué à ce jeu, et puis qui vont moins les redistribuer. Donc il y aurait cet apprentissage, un petit peu comme si on faisait la case pour le Lego qui était là, qui était créé. Donc au niveau préventif, ça m'a semblé une attitude très intéressante. Puis après, au niveau du traitement, eh bien, il y a, alors par rapport aux émotions, ce qu'on pourrait appeler une réévaluation, un reappraisal, c'est-à-dire si on voit que le headline, que le titre est très émotionnel, c'est peut-être déjà un signe qu'il faut réévaluer. Et dans ce cas-là, il faut creuser effectivement, retourner à la source. Et là, je ne reprends pas parce que les points ont très bien été décrits avant. Et ce retour à la source est probablement un des traitements, disons essentiels. Donc voilà, pour parler un petit peu de cette analogie qui est si utile pour comprendre avec le virus. Merci beaucoup, David Sander. Julien Mussolino, alors est-ce que vous avez un autre vaccin avec un autre mécanisme pour les biais cognitifs? Si seulement. C'est vrai que l'étude qui vient d'être mentionnée est très intéressante, la gamification un petit peu de tout ça, avec une approche qui semblerait porter des fruits. Il y a une autre manière aussi, dans une étude récente, où si on demande simplement aux internautes d'évaluer la véracité d'un fait qui n'est pas politisé, par exemple, ou qui n'est pas avant ensuite de justement voir des news et de les retweeter, les personnes apparemment se placent dans une attitude plus réflexive par rapport au contenu qu'ils vont partager et auraient justement moins tendance à partager des choses qui, par ailleurs, pourraient être fausses, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on peut être un petit peu optimiste en disant que finalement, il y a peut-être certaines choses qu'on découvre maintenant à travers ces études qui montrent qu'on pourrait, oui, en effet, améliorer la situation. Mais j'aimerais, si je peux me permettre, revenir aussi sur la discussion de l'éducation et faire deux commentaires là-dessus en tant que personne qui, en fait partie du système éducationnel américain. Un commentaire sur le système de manière interne et puis un commentaire de manière externe qui, malheureusement, dans les deux cas, sont assez déprimants. La première réflexion, c'est qu'en fait, j'ai enseigné, je crois que c'était à l'automne dernier, un cours d'esprit critique parce que tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas comment les choses se passent en Europe, la tendance majeure dans quasiment tous les cours à l'université, que ce soit des cours de chimie ou des cours de psychologie, c'est la mémorisation et la régurgitation. Voilà, on donne des faits aux étudiants, on ne leur explique pas pourquoi on arrive à ces faits, on ne donne pas les raisonnements, tout ça, et puis à l'examen, il faut répéter les faits. Et voilà. Donc j'ai essayé de leur enseigner un cours d'esprit critique. Et le résultat était vraiment déprimant, en fait. Et le problème de base est le suivant, je pense, c'est qu'en fait, en tant que prof à l'université, on voit ces gens, moi je les vois dans un cours sur un semestre, donc quelques heures par semaine, pour essayer de leur apprendre à penser d'une certaine manière, les guider et tout ça. Et puis en fait, on se bat contre, on va dire, 20 ans, on se bat contre des biais naturels. L'esprit scientifique, critique, n'est pas forcément aussi naturel que ça, on se rend compte. C'est pour ça qu'on forme, par exemple, les scientifiques pendant des années. On ne devient pas scientifique comme ça du jour au lendemain. Et il y a en fait des raisons cognitives qui montrent que finalement, nos approches, nos théories intuitives dans plein de domaines, dans le domaine de la physique, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la psychologie, sont très différentes des théories qu'on développe dans les sciences. Donc il y a un fossé énorme entre les deux.
c'est un fossé qu'il faut essayer de bridger, en fait, et c'est un petit peu le rôle de l'éducation. Mais le problème, c'est que l'éducation, alors ça, c'est le problème externe maintenant. Hein. Le problème interne, c'est que finalement, on se rend compte qu'on a accès à eux très peu de temps à l'université, que le travail avant n'a pas vraiment été fait. Hein. Donc, il faudrait commencer beaucoup plus tôt. Et puis, on se rend compte, alors encore une fois, je ne sais pas quelle est la situation en Europe, mais qu'aux États-Unis, ça fait environ, depuis les années 70, qu'il y a une attaque massive contre l'éducation publique qui vaut une fortune aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est le pays le plus riche du monde, et c'est scandaleux que faire des études vaille aussi cher et ne soit pas accessible à plein de gens, en fait, qui faillent s'endetter. Donc ça, c'est quelque chose quand même, c'est des forces externes qui pèsent sur l'éducation, sur comment le système marche, sur le contenu, en fait, du système. On parlait d'histoire tout à l'heure. Moi, c'est hallucinant de voir ce qui est enseigné aux étudiants américains par rapport à l'histoire de leur pays et tout ça, c'est absolument incroyable. On voit ça très, très jeune, en fait. Ils arrivent à l'université, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a aussi cette partie, en fait, je pense, qui est vraiment... et ça, on en revient un petit peu à la question de, finalement, quels sont les problèmes vraiment de fond. Et une question que je me pose, c'est finalement, dans quel sens est-ce que certains des problèmes qu'on discute seraient ce qu'on appelle dans les sciences des problèmes épiphénoménaux, dans le sens où on peut les traiter eux-mêmes de manière précise, ponctuelle et particulière, et on peut en effet peut-être arriver à améliorer les choses. Mais finalement, si on se focalisait sur les problèmes plus profonds, les problèmes par exemple économiques aux États-Unis, et si, avec le temps qui change, on arrivait à faire changer ces problèmes, est-ce que de manière naturelle, certains autres problèmes n'en seraient pas de même changés, résolus, améliorés, parce qu'en fait, ce seraient des questions de fond qu'on traiterait, et non pas forcément de manière ponctuelle ces phénomènes un petit peu épiphénoménaux. Alors, c'est une réflexion beaucoup plus large et importante, mais je pense qu'il est important de voir ces questions aussi dans une vision plus large, comment elles s'imbriquent au type de société et quels sont les facteurs qui finalement pèsent sur ces questions. Merci Julien Mussolino. Luc Rodet, quelle est votre solution pour se prémunir des... Moi, je vais reprendre un petit peu effectivement ce qui a été dit depuis quelques minutes. On a parlé de responsabilité individuelle de certains acteurs, on a parlé effectivement de responsabilité des grands acteurs, comme on vient de le dire, politiques, académiques, journalistiques, enfin, médiatiques et autres. Nous, en tant qu'association, on va essayer de faire en sorte d'amener les gens à prendre conscience de leur responsabilité individuelle, comme ça a été dit tout à l'heure, pour qu'ils essaient de se remettre eux-mêmes en question sur leurs propres croyances, sur tout un ensemble de sujets. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, on essaie d'aborder des thématiques qui permettent aux gens de se remettre en question. Et en se remettant en question sur des petits sujets qui ne leur sont pas forcément qui leur tiennent pas forcément à cœur, ils vont peut-être se remettre en question sur des sujets beaucoup plus complexes et avoir une démarche plus critique après sur l'information, comprendre, identifier les sources, tous les aspects dont on a déjà parlé. Et donc, se remettre en question, c'est accepter de considérer qu'on a des limites cognitives, c'est accepter qu'on a des biais, qu'on ne comprend pas tout, qu'on n'a pas forcément l'expertise. Voilà, je vais reprendre 2 ou 3 petits exemples. Je vais reprendre un petit exemple de moustique. Là, tout à l'heure, quand on voit des moustiques qui tournent, des insectes qui tournent autour d'une lampe, là, il y a une généralisation quand on considère que si tous les insectes tournent autour des lampes, les moustiques aussi vont aussi tourner autour des lampes et être attirés. Donc voilà, avec ce genre de petit exemple, on va amener les gens à chercher l'information la plus juste possible, mais en même temps essayer de comprendre pourquoi eux, ils raisonnent de manière erronée, pourquoi ils se trompent, quels sont les biais qui amènent à ce genre de situation, et après se dire que ce genre d'expertise qui vont petit à petit amener à développer va être utilisé après sur des sujets un peu plus complexes. Sur les moustiques, il y a aussi des effets d'engagement. À partir du moment où on a acheté une lampe, après, il y a des effets psychosociaux qui font qu'une fois qu'on a acheté la lampe, on va adhérer au fait que la lampe va forcément marcher. Puis dès qu'on va voir un moustique qui va être tué à un moment donné, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont tués, même si ça tue plusieurs dizaines d'insectes et pas des moustiques, mais s'il y en a un qui est tué, il y a un biais de confirmation. Donc voilà, on essaie d'expliciter les différents biais, les différentes étapes qui fait que dans un processus de compréhension, il y a plein d'aspects qui vont jouer, des aspects émotionnels, on en a parlé, des aspects cognitifs, des aspects psychosociaux, qui fait qu'on va être amené à comprendre une information de telle ou telle manière. Voilà, je prends un autre exemple qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est l'alimentation. C'est un sujet dans lequel on entend tout est ce contraire. On entend notamment le fait qu'il faut manger des fruits et légumes de saison.
Donc ça, c'est des choses qu'on entend, tout le monde a intériorisé depuis maintenant plusieurs années. Et puis, quand on commence à faire des débats un petit peu là-dessus, on demande aux gens, bon, on va essayer d'avoir une démarche rationnelle, se poser la question, est-ce que l'information qu'on peut trouver sur n'importe quel site qui est de manger des fruits et des légumes de saison, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est fausse, mais au-delà de savoir si c'est juste ou c'est faux, comment on la comprend? Qu'est-ce que c'est qu'un fruit de saison? Est-ce que manger du melon en hiver, c'est être à côté de la plaque ou pas? Est-ce que manger un ananas, on a le droit? Et pourquoi on mangerait un ananas et pas un melon? Ouais, on peut petit à petit essayer de comprendre des mécanismes cognitifs et d'amener les gens à se remettre en question en se disant, ben, voilà, j'ai une information qui est, on me dit qu'il faut manger des fruits et des légumes de saison, mais finalement, si j'y réfléchis un petit peu, est-ce que mes croyances sont justes par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations? Pourquoi en France, on n'a pas le droit de manger du melon en hiver, alors que dans d'autres pays, peut-être, on va manger du melon? Qu'est-ce que ça veut dire que la notion de saison, etc. Et on amène les gens petit à petit sur des sujets qui peuvent être simples comme les moustiques ou l'alimentation, ou sur des sujets plus compliqués sur des pseudosciences, à petit avoir une démarche comme ça d'explicitation de leurs erreurs. Et on se dit qu'en termes d'éducation, ça va amener les gens à prendre la responsabilité individuelle et avant de tweeter ou de reléguer une information, et de se dire qu'il faut peut-être que je prenne le temps, moi, de me remettre en question, de trouver d'autres sources avant de relayer une information qui me paraît quand même être assez simple. Voilà, donc nous, on intervient de cette manière-là pour essayer de développer la responsabilité citoyenne un petit peu de chaque individu, à défaut de pouvoir intervenir sur les grands acteurs médiatiques ou autres. Voilà, on utilise différents types d'outils. On utilise de plus en plus les jeux, justement. On est en train de développer un petit jeu comme ça, qui est un peu le même genre que ce qu'a dit David, qui est d'essayer de construire des faux argumentaires. Alors, on prend une thématique comme les fruits, par exemple, et on dit, essayer de développer un faux argumentaire en faveur de tel ou tel fruit, avec des biais de fausses corrélations, avec des fausses informations. Et c'est celui qui, finalement, est capable d'arriver à construire un argumentaire le plus crédible possible qui gagne et qui le soumet aux autres et après qui en discute. Voilà. Donc il y a cette démarche éducative qu'on espère, nous, être profitable pour les gens et développer un peu leur esprit critique sans tout remettre en question, parce qu'il ne s'agit pas du tout de relativiser tout. Au contraire, il s'agit de se remettre en question soi-même avant de remettre en question les connaissances qui sont expertes et données par un ensemble de gens qui sont beaucoup plus compétents que soi dans la plupart du temps. Merci beaucoup, Luc Rodet. Nous sommes maintenant à un moment où on peut prendre des questions du public. Alors peut-être que Caliste peut nous relayer certaines questions des participants qui sont invisibles pour nous, mais là quand même. Bien sûr. Alors peut-être une question pour Dominique Cardon. Sur quelle est la part des gens qui partagent idéologiquement des fake news versus ceux qui partagent uniquement pour le fun, par inconscience ou pour être populaire? Est-ce qu'on a des études là-dessus? Alors, le problème, enfin, on sait que c'est une question très importante, mais je connais peu d'études là-dessus. Alors, il y a des travaux d'une thésarde que vous avez citée, là, qui est Manon Berich, qui avait beaucoup mentionné, notamment avec Sacha Altay aussi, qui a été des questions sur cet aspect. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs questions. Il y a pourquoi les partage-t-on? Quel est l'usage qu'on fait du partage? Alors ça, il a été bien montré en revanche que partager ne veut pas dire qu'on croit que l'information partagée est fausse, parce qu'il y a plein d'usages sociaux du partage, notamment de faire rire, de provoquer, de trouver ça attirant. Et puis, il y a un autre enjeu qui était dans une question, je crois avoir vu passer aussi, qui est qui s'intéresse à l'information en réalité aussi. Et ça, quand même, parce que quand on parle de la circulation des fake news, de la polarisation politique, etc., tout ça, on est dans une bulle de gens en fait qui sont des political junkies. En fait, c'est des gens qui sont accrochés à l'actualité, qui en partagent beaucoup, qui sont vraiment. Et la réalité de nos sociétés, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout accrochés à l'information. Et ça, alors les chiffres sont variables, enfin, on peut les mesurer en termes d'intensité de pratique, mais en réalité, et je pense notamment aux réseaux sociaux et au fameux Twitter. Twitter, c'est un tout petit monde social. C'est un tout petit monde social qui est socialement dominant et important parce que c'est des journalistes, des hommes politiques, des experts, des universitaires, des que sais-je encore. Mais en réalité, ça concerne un tout petit monde. Alors ça a des effets de rebond sur plein d'autres gens parce que ça repasse par les télévisions qui sont le vrai circuit d'information, toujours le vrai circuit d'information des populations. Mais du coup, effectivement, je pense que la question est bonne, mais alors il faudrait la préciser dans des études très, très différentes
pour donner des chiffres, et que c'est aussi, et c'est une des difficultés des sciences sociales, c'est difficile de bien mesurer ces questions. Oui, et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une autre question qui était posée, en particulier par rapport à ce qu'avait cité Julien Moussolino sur l'étude sur les fake news, à savoir comment, en fait, méthodologiquement, comment on fait pour dire que c'est une fake news ou juste une information qui est un peu, une infox plus qu'une fake news. Ça dépend un petit peu des études. Il y a des études où les fake news sont carrément créées par les chercheurs. Donc là, on sait qu'elles sont fake. Il n'y a pas photo. Ou alors, en fait, il y a des moyens quand même quand on regarde les news, les vraies fake news, donc qui sont gérées, qui sont produites par des gens autres que les chercheurs. On est quand même capable, dans beaucoup de cas, de savoir, parce qu'on sait quand même ce qui se passe dans le monde. Il y a plein de manières de savoir ce qui est vrai ou pas vrai, par exemple. Pas toujours, hein, mais très souvent. Et donc là, on peut, par ces biais, arriver à déterminer si le contenu de quelque chose est, voilà, le niveau de véracité de quelque chose, en fait. Je peux ajouter un tout petit mot pour dire que c'est un vrai problème pour les chercheurs, parce que souvent, on utilise, en fait, pour éviter de juger nous-mêmes, on utilise en fait les listes de fake news qui ont été fact-checkées par toute une série de fact-checkers. Et donc, vous avez plein d'études. La fameuse étude « Le faux circule plus vite que le vrai » est une étude en fait qui dit que le vrai, c'est ce que c'est que des fact-checkers américains ont déclaré vrai, ce qui explique assez largement pourquoi elles circulent moins vite que les informations qu'ils ont déclarées fausses. Et en réalité, on est tellement ennuyé par cette définition impossible de fake news qu'on s'en remet aux journalistes qui nous les désignent, ce qui est sans doute une mauvaise manière de mesurer, et ce qui explique aussi que les taux soient souvent très très bas, parce qu'évidemment les fact-checkers ne ratissent pas tous les matins avec une épuisette le web pour trouver tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le MOOC, Manon Berich détaille aussi cette question de méthodologie. Après, donc une question plutôt pour Charles Imberg. Une enseignante qui dit qu'elle essaye d'enseigner à ses élèves l'usage des réseaux sociaux, mais ne sait pas toujours dans quelle direction les emmener, car n'étant pas spécialiste du domaine. Est-ce que si vous n'aviez qu'un message à faire passer à ces ados de 14-18 ans, lequel serait? Bon, j'ai un peu développé ça tout à l'heure, mais en gros, c'est qui l'a dit, dans quel cadre et à qui est-ce que c'est dit, ou quelle est l'intention, enfin, à qui on cherche à le dire, et à partir de là, réévaluer l'information. Ça, c'est le premier élément. Puis après, le deuxième élément, je l'ai déjà dit, c'est croiser, c'est trouver d'autres points de vue, c'est faire un travail de croisement, de multiperspectivité, comme on dit de l'histoire. Voilà, et puis peut-être un autre élément que je pourrais ajouter, c'est qu'en fait, l'expérience de se faire piéger sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Et je partage volontiers celles qui me sont arrivées avec les étudiants. Alors rassurez-vous, elles ne sont pas graves. Mais par exemple, Twitter, oui, bien sûr, il faut lire. Mais c'est plus compliqué que ça. Un jour, je me suis fait piéger avec un tweet qui annonçait que les films de Ken Loach étaient dorénavant libres, en libre diffusion. Et le lien en question donnait en effet les films de Ken Loach libres, mais c'était seulement les 20 premières minutes. Donc là, c'est vraiment le piège absolu, évidemment. Et je trouve que c'est ce type d'expérience qu'on peut avoir vécu, mais qu'on peut peut-être créer dans le cadre, c'est un peu aussi dans la perspective du jeu qu'évoquait David Sander. Je pense que ce sont des expériences qui sont extrêmement enrichissantes. Parce que quand on se fait avoir, on n'oublie pas. Et puis, vivre le fait qu'on peut se faire avoir, en effet, il y a une part de doute qu'on doit avoir, même si on ne doit pas s'enfermer dans un doute permanent et absolu. Je pense que c'est une expérience qui peut être enrichissante pour des élèves. Merci. Donc, je pense une question qui s'adresse plutôt à David Sander, c'est sommes-nous particulièrement séduits par des news anxiogènes? Vous avez peut-être un peu dit par rapport à l'émotion, mais... Oui, alors rapidement, si on prend cette question de l'attention émotionnelle, c'est vrai que la recherche sur l'anxiété a dominé depuis les années 90, je dirais, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'il y a un biais d'attention pour les sources anxiogènes, très clairement.
Mais il y a aussi beaucoup de recherches qui montrent qu'en fait, les mêmes systèmes attentionnels au niveau cérébral ou psychologique fonctionnent aussi pour les stimuli positifs. C'est-à-dire que notre attention est tout autant, en fait, capturée par des choses positives que par des choses négatives. Donc, il n'y a pas forcément un biais uniquement vers l'information anxiogène. Voilà, donc ça n'expliquerait pas pourquoi est-ce qu'il y a plus de fake news qui sont liées à des choses négatives. Par contre, il y a au niveau de l'évolution ce qu'on appelle parfois le biais de négativité, c'est-à-dire que les conséquences de ce qui est négatif sont évidemment souvent plus importantes que les conséquences de ce qui sont positives. Et puis un troisième élément, puis je m'arrêterai là, c'est qu'il y a aussi une question d'individualité versus groupe. C'est-à-dire qu'en général, ce qui est négatif touche beaucoup de monde à la fois. Ce qui est positif va souvent être plus personnalisé, plus individuel. C'est-à-dire ce qui nous fait plaisir dépend plus de nos motivations individuelles, alors que ce qui est négatif peut avoir un impact un peu plus général. Donc ça pourrait peut-être expliquer une diffusion plus large. D'accord. Dominique Cardon, il y a une question sur le lien causal entre croire aux fake news et l'extrême droite. Est-ce que c'est pas plutôt qu'on est susceptible d'être d'extrême droite si on est vulnérable aux fake news que l'inverse que vous aviez proposé au départ? Est-ce qu'on sait le lien de causalité? Non, c'est pas. Excusez-moi d'avoir été si rapide, vous savez, dans les débats comme ça. Nous, on a cartographié, voilà, mais à très grande donnée, une partie de l'espace numérique français des réseaux sociaux. Et après, on réidentifie qui partage les fake news à partir donc les fake news telles qu'elles sont définies par les fact-checkers et qu'elles sont partagées par des comptes d'extrême droite. Alors, je ne ferai pas de lien causal. Simplement, bon, on sent quand même que, parce que moi j'étais très sensible à ce que disait Julien Mussolino tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, on voit qu'il y a des aspects cognitifs de se mettre à distance, quand on a vérifié une information, ensuite on va moins la partager, etc. Mais il y a des dimensions d'identité des personnes qui sont très fortes, et ces identités, elles sont manipulées par les hommes politiques. Et en réalité, moi j'adhère complètement à cette idée qu'une grande partie du problème des fake news vient de la transformation de la structure de l'offre politique et de nouveaux acteurs politiques qui fournissent des thèmes d'identification politique et des programmes d'identification politique qui appellent la fake news. Et bon, je pense qu'aux États-Unis, on a quand même vu grandeur nature ce phénomène se produire, et pas produit à partir des petits réseaux sociaux de l'alt-right extrêmement marginal, mais à partir de Fox News. Fox News, une chaîne qui est au cœur pour les républicains de leur système, de leur écosystème informationnel. Donc en réalité, je dis ça aussi pour la discussion qu'on pourrait avoir avec la question de Pascal Cotte, c'est qu'en réalité, on fait un peu de déterminisme technologique en pensant que c'est le système informationnel et puis que les gens, ils sont un peu naïfs et du coup, ils sont manipulés par le système informationnel et du coup, ils votent le Brexit. Moi, je pense qu'on se pose souvent les mauvaises questions, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire aux Américains ou aux Anglais on les réprime, enfin dans le débat sur le fake news, c'est qu'ils ont mal voté parce qu'ils ont été mal informés. En réalité, il est probable qu'ils ont mal voté pour des raisons un peu plus lourdes que ce système, et que du coup, cette panique autour du système informationnel, un individu, un récepteur qui est un petit peu croyant, manipulable, etc., et puis un bon système d'information, et puis un algorithme etc. Et puis voilà, on a expliqué. Je pense que c'est se voiler la face sur les transformations sociopolitiques que nous sommes en train de vivre, que de tout mettre sur le système informationnel, même si évidemment il a une part de responsabilité, et les plateformes ont une part et leurs algorithmes ont une part de responsabilité dans beaucoup de choses. Merci. Est-ce compliqué pour le cerveau d'admettre « j'ignore si cette information est vraie ou pas » Luc Rodet, est-ce que vous voulez répondre à cette vaste question? Non, je ne vais pas être capable de répondre à cette vaste question. Non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, nous, dans notre expérience qu'on a auprès du public, c'est compliqué pour les gens de se remettre en question et d'accepter de remettre en question des choses dont ils pensent être vraies depuis un certain nombre de temps. Donc, on fait souvent des ateliers dans lesquels on essaie vraiment qu'ils se remettent en question avant de mettre en place des ateliers, par exemple, plus de débats sur tel ou tel sujet, pour les amener petit à petit à accepter de faire la part des choses entre le vrai et le faux, et non pas uniquement entre ce qui me séduit ou ce qui ne me séduit pas.
Et c'est vrai que c'est compliqué, même quand on fait des débats et même quand on a passé quelques séances avant où on leur a expliqué que il faut d'abord essayer de s'extraire de notre histoire pour essayer de trouver ce qui est vrai ou faux. C'est toujours compliqué. Il y a des réflexes qui ressortent régulièrement, qui est, mais ça c'est vrai parce que je pense que c'est vrai, c'est indépendamment de toute vérification, de toute objectivité. Donc, c'est très compliqué effectivement d'amener les gens à passer de l'art du relativisme finalement à quelque chose qui est vraiment objectif, du vrai ou du faux, qui est vérifié, sourcé, avec une vraie argumentation. C'est toujours assez compliqué. Ouais. Mais bon, on espère que ça peut marcher petit à petit. Ouais. Merci. Là, il y a une question assez spécifique pour Julien Mussolino. Il faudrait que vous réteigniez votre micro, la salle. Je crois qu'il est en marche, vous m'entendez? Oui, non, c'était le visio qui faisait un peu de... Ah, pardon, d'accord. Oui, non, pas de souci. Noam Chomsky a analysé les mécanismes de fabrique de l'opinion publique dans les sociétés démocratiques et en a conclu qu'ils sont en fait beaucoup plus performants que dans les systèmes totalitaires. Comment protéger les populations de ces mécanismes de fabrication du consentement qui relèvent des médias officiels? Oui, c'est une très bonne question, en effet. Donc, dans Manufacturing Consent, Chomsky et Herman ont fait une critique et une analyse des médias. Alors là, on ne parle pas de fake news, on parle de news, voilà. Donc, il y a déjà un problème énorme par rapport aux news qui ne sont pas fake. C'est très détaillé dans l'approche de Herman et Chomsky qui parle de différents types de filtres, d'opinions d'experts. Enfin bref, je vais laisser les spectateurs lire ça. Mais ça, c'est un problème énorme déjà, en fait. C'est un petit peu le problème auquel je faisais allusion tout à l'heure en disant, finalement, les fake news, oui, ça existe maintenant, c'est un problème, mais est-ce que ça ne cache pas un problème encore beaucoup plus grand, qui est ce problème-là, finalement, donc, le début de la question, c'était quoi déjà? C'était donc, la personne mentionnait ces travaux de Chomsky et de Herman, tout à fait. La différence entre société démocratique et totalitaire. Ah oui. L'idée, en fait, c'est que finalement, dans les sociétés totalitaires, les personnes au sommet de la hiérarchie, finalement, peuvent imposer leur opinion par la force. Donc voilà, c'est vite réglé dans les dictatures. Par contre, dans certaines sociétés, comme les États-Unis, on ne peut plus se permettre de faire ça parce que ça ne marcherait plus. Donc, il faut qu'il y ait une autre manière de contrôler la population. C'est de contrôler l'opinion de la population, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, et ça c'est très bien compris, ça vient de choses comme la Public Relations Industry. Quand on regarde qui font les campagnes politiques aux États-Unis, encore une fois, je m'excuse de parler des États-Unis, mais je connais beaucoup mieux ce pays que l'Europe maintenant. C'est les mêmes personnes, en fait, qui font les campagnes de pub pour le dentifrice ou les cheeseburgers, en fait. Donc, on essaie de vendre une image, un candidat, des choses comme ça, de faire en sorte à ce que les gens ne comprennent pas les problèmes de fond. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est un problème fondamental qui existe, j'imagine, non pas seulement aux États-Unis, mais dans peut-être d'autres pays démocratiques, soi-disant démocratiques, où en fait, il y a ce problème, en fait. On essaye de... Alors, une des manières dans laquelle ça marche, c'est qu'en fait, il faut créer l'illusion d'un débat, en fait, à l'intérieur d'un spectre d'opinion qui est très étroit. Certaines opinions aux États-Unis qui n'existent quasiment pas, en fait, dans l'espace public. Il faut vraiment aller les chercher si on veut les connaître et les savoir. Et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que disait mon collègue Charles Humbert tout à l'heure, cette question de triangulation, en fait. Idéalement, quand on a quelque chose qui nous vient, en fait, il faut voir un petit peu, quelle est la source? Est-ce que la source est crédible? Quels sont les enjeux et tout ça? Et puis après, il faut trianguler, en fait. Que disent d'autres sources sur ce problème? Le problème, c'est que si en fait 99,999 des sources plus ou moins disent la même chose, on est mal barré, en fait. Là, ici, il faut... Et une autre question importante, finalement, ça revient à des questions de société plus profondes, c'est des gens comme nous, qui sommes profs d'université et tout ça, on est payés finalement pour justement réfléchir, pour chercher. On est privilégiés, on est bien payés, on a le temps d'aller lire des livres et tout ça. On a le temps de s'informer, on a le temps d'aller chercher les news qui existent finalement, qui montrent que la grande partie des main news ne nous disent pas forcément tout ce qu'il faut dire et tout ça. Mais si on se met à la place de quelqu'un maintenant qui a 2 jobs, encore une fois aux États-Unis, qu'il faut qu'il paye en fait pour le système de santé qui est absolument incroyable, qu'il faut mettre des enfants
à l'université, ça vaut un prix incroyable. Cette personne-là, elle n'a carrément pas le temps le soir. Le soir, elle rentre, elle est fatiguée. Si pour répondre à une question fondamentale, il faut faire un projet de recherche et passer des heures à recouper, c'est carrément impossible. Donc, on tombe dans le panneau, après, on regarde la télé, on voit ce que disent plus ou moins tout le monde, et puis on fait une opinion comme ça. Donc, il y a des problèmes, je pense, vraiment plus profonds qui sont compris dans les cercles académiques. En France, par exemple, j'ai découvert récemment quelqu'un qui s'appelle Juan Branco, si ça vous intéresse, qui parle de ça de manière absolument éloquente. Je vous suggère très fortement de regarder ce qu'il dit, par exemple. Je vois que mon collègue sourit, Dominique. Merci. Il y a une question à laquelle je vais peut-être répondre qui est sur les différents... Enfin, est-ce qu'il y a des études qui concernent l'efficacité des systèmes d'éducation à l'éducation aux médias ou à l'esprit critique? En ce qui concerne l'esprit critique, moi j'ai fait ma thèse sur le développement de l'esprit critique à l'école justement. Je sais qu'il y a en particulier une méta-analyse d'Abrahami, je vous mettrai le lien dans la discussion, qui montre, qui a analysé justement différents cours dans un protocole expérimental et qui montre que les méthodes qui fonctionnent le mieux, c'est quand l'enseignement est explicite et qu'il est enraciné dans différentes disciplines afin de favoriser le transfert, puisque c'est un des écueils aussi très important évidemment dans l'esprit critique, c'est qu'on va l'enseigner dans un domaine particulier, mais qu'en fait, les élèves n'arriveront pas à le transférer à d'autres domaines. Je ne sais pas si par rapport à l'éducation aux médias ou même à l'esprit critique, vous vouliez ajouter quelque chose, Dominique Cardon peut-être? Non, moi ça m'intéresse beaucoup là, ce que vous dites, mais je n'y connais rien. Mais moi, il y a une chose qui est fascinante quand même. Quand on va regarder ces gens qui ne sont pas majoritaires et dont on exagère l'importance, mais qui sont dans les fake news, je vois qu'il y a des questions aussi sur les platistes, etc. Moi, je ne sais même pas si on en rencontre vraiment des platistes en Europe. Mais ces gens, ils ont un esprit critique extraordinairement expressif. Ils passent leur temps à dire il faut douter de tout, ils sont sceptiques, il faut faire les recherches par soi-même, il faut surtout ne jamais croire aux médias, etc. Je pense qu'on entre un petit peu dans le débat tout à l'heure soulevé par Charles Imbert sur le relativisme, c'est-à-dire qu'il y a un moment en fait où une sorte de maladie de la raison, en fait, qui est un scepticisme radical, fait qu'ensuite, on va prendre toutes les branches informationnelles qui tombent à soi par Internet. Et donc, ils vont composer des univers de mise en relation de faits totalement improbables, mais au nom d'un esprit de vérification qui serait une sorte de maladie interne de la raison. Donc, il y a quand même quelque chose de très, très intriguant sur cette manifestation de l'esprit critique dans ces univers et qui est probablement lié, là où je cite aussi les travaux de Manon Berich, à la transformation de l'espace informationnel. C'est-à-dire qu'en réalité, avec le numérique, on a accès à une documentation scientifique extrêmement importante. Et donc, dans les anti-vax, les théories un petit peu complotistes, etc., citent de la science parfois. Mais ils citent de la science sans passer par tous les médiateurs de sources, d'autorités, etc. Ils la citent au service de leur identité, j'insiste bien, ils fabriquent des identités qui sont souvent politiques. Mais ils le font en mettant en œuvre des procédures un peu branlantes, mais qui se font au nom de la rationalité et du scepticisme critique. Donc je pense que c'est une des points d'attention qu'il faut vraiment avoir à l'égard des dispositifs qu'on peut imaginer pour lutter contre ces phénomènes. Merci. Julien Mousselino, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Dominique. En fait, je vois ça avec mes étudiants, des fois, qui m'amènent quelque chose. Ils ont une idée par rapport, je ne sais pas, au fait que l'évolution, c'est un peu de la foutaise, que ça a été falsifié, tout ça. Et puis alors, je leur dis, mais sur quoi vous basez vos opinions? Alors, ils m'amènent un bouquin, ils ont un bouquin. Alors, le fait que ce soit dans un bouquin, ça suffit. Alors, il faudra expliquer déjà la différence entre un bouquin qui est écrit pour le grand public et puis des articles qui ont été écrits dans des revues scientifiques. Mais ils ne connaissent pas la différence, en fait. Donc, c'est ça, on en revient à la question de la source, finalement.
pour nous qui sommes dans le monde professionnel de l'académie et tout ça, il y a des distinctions importantes qu'on fait. Hein. Mais les étudiants, par exemple, alors je ne sais pas en Europe si ça marche comme ça aussi, mais très souvent, ils savent pas comment la création de la connaissance, par exemple, comment marche la science, comment est-ce que la connaissance est créée, comment est-ce qu'elle est disséminée. Je me rends compte depuis des années que les étudiants avec qui on a des contacts réguliers pendant des années sortent de l'université et ne savent pas forcément comment ça marche finalement. Ils ont vaguement entendu parler du fait que les profs, certains des profs peut-être, font de la recherche de temps en temps, mais ils pensent, la plupart d'entre eux et la plupart de leurs parents en fait, pensent qu'on enseigne simplement. Donc ça pose aussi des questions sur comment marchent les sciences, comment est-ce que c'est compris. Et dans ce cadre-là, je dois dire que j'applaudis mes collègues qui sont dans la salle. En fait, ce que fait, alors je suis désolé, les noms m'échappent, mais voilà, c'est fantastique. Déjà, le fait de sortir de son univers académique pour justement s'engager par rapport à un public plus général, expliquer à ce public comment est-ce qu'on fait, alors sans dire qu'on a la vérité acquise, sans dire qu'on fait les choses de manière parfaite, mais expliquer, voilà, c'est comme ça qu'on crée des connaissances, c'est pas évident, voilà les réseaux, voilà comment ça marche, et puis toutes les analogies qui ont été données, et puis les gens qui ont des instituts qui essayent justement, comme mes collègues, d'avoir des approches pratiques, des jeux pour essayer de faire comprendre, c'est absolument fantastique ça. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait plus de gens de mon métier qui fassent des choses comme ça finalement. Merci. Une question, les zététiciens proposent d'enseigner les mécanismes de l'esprit critique sur des sujets paranormaux qui ont une charge émotionnelle moins forte. Pensez-vous que c'est une bonne démarche? Par exemple, faut-il commencer aussi par les moustiques? Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Rodet? Effectivement, nous, on ne se réfère pas trop à la zététique parce que la zététique, effectivement, il se concentre sur tous les phénomènes paranormaux sur lesquels, finalement, le public qu'on côtoie n'a pas forcément d'avis très, très important sur la question. Je pense que tout ce qui est fantôme et tout ce qui est aspect paranormaux, c'est quand même une très minorité de gens qui croient à ça. Et il y a quand même d'autres sujets sur lesquels, effectivement, qui sont peut-être plus importants et qui touchent le quotidien de tout le monde. Je pensais à l'alimentation tout à l'heure. Il y a plein de sujets qui sont peut-être plus importants sur lesquels on peut faire ce travail d'esprit critique que de travailler sur du paranormal, sur lequel, en plus, il n'y a pas forcément beaucoup de sources fiables de gens qui ont travaillé dessus. Du coup, amener les gens à se poser des questions, à trouver des informations fiables sur des phénomènes paranormaux qui seraient passés dans tel ou tel endroit, c'est assez compliqué. On trouve que juste des expériences de journalistes ou de gens un peu illuminés qui viendraient donner leur point de vue. Donc, si on veut vraiment un travail un peu où les gens recherchent de l'information pour essayer de remettre en question ce qu'ils pensent, eh bien, il faut qu'ils travaillent sur les sources qui sont fiables. Donc, il faut des sujets sur lesquels il y a effectivement des sources fiables, sur lesquelles on peut dire ça, c'est des bonnes sources. Il y a des bouquins, il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Donc, il y a du contenu sur lequel on peut vraiment travailler en profondeur sur tel ou tel sujet. Et donc, je laisse à la zététique tout cet aspect sur le paranormal qui peut être intéressant aussi, mais nous, on ne s'occupe pas trop du paranormal. Mais pourquoi pas d'étudier le paranormal si on a les capacités pour travailler dessus. Après, les zététiciens souvent font des expériences sur le terrain aussi pour essayer de démonter des fausses informations sur le paranormal, mais ce serait du travail un peu plus conséquent qu'on ne peut pas faire nous. Ok, merci. Alors, je vais terminer par une dernière question, puisqu'on arrive à la fin. D'une personne qui disait que donc, on est influencé dans notre vie quotidienne par de nombreux biais, par exemple la vie de la masse, la vie d'un professionnel, etc. Et alors, comment trouver le moyen de s'en prémunir et de ne pas prendre en compte une information fausse comme étant vraie, bien sûr. Et donc, est-ce que vous auriez chacun un conseil peut-être à donner pour se prémunir? Moi, je vais commencer. Moi, mon premier conseil, c'est de rester humble par rapport à l'information et de se dire que faut essayer de faire confiance à des gens qui connaissent l'information et d'abord se remettre un peu en question avant de douter de tout et de relativiser un peu tout. Rester humble, essayer de... Voilà, nous, on cite une phrase de Dan Ariely, qui est un prof d'économie comportementale, qui dit que dans le domaine physique, on connaît nos limites, mais dans le domaine psychologique, on n'imagine pas qu'on a des limites. Et donc, voilà, un des conseils, c'est de se dire que on a des limites tous et restons humbles et puis essayons de trouver des informations qui soient fiables pour essayer d'avancer.
Peut-être un élément aussi que je pourrais ajouter, ce serait cette idée qu'on a un peu évoquée, qui est de parfois prendre du temps, prendre de la distance, être effectivement dans l'hésitation, dans l'humilité. Alors, c'est pas forcément toujours vérifier ses sources, même si c'est idéal, mais déjà se dire, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est réellement plausible? Et donc, prendre toujours ce temps-là de la distance. Parce que sur la question de la source, c'est juste un élément, comme on l'a pas abordé, je le mentionne ici. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans les avancées technologiques qu'il y a par rapport aux fake news, c'est ce qu'on appelle le deepfake. On a tous vu, par exemple, cette vidéo de Barack Obama qui insulte Trump. Et puis, dans la vérification de la source, si on en arrivait au point, par exemple, où même la source est fake, et ce n'est pas que les news qui sont fake, la vérification de la source deviendra effectivement difficile. Alors là, c'est évidemment pour la beauté du geste technique que ça a été fait, mais qu'est-ce qui se passera le jour où on n'arrive pas à vérifier la source parce que la source elle-même est suffisamment bien fake pour qu'on pense que ce soit écrit effectivement dans Le Monde ou que ça vienne du Times, etc. Voilà, mais ce n'était pas exactement la question, mais je le mentionnais juste en aparté. Merci, Julien. On est tous trop polis. Je laisse volontiers mes collègues commencer. Non, J'y vais, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais en tête? D'abord, je pense que l'attitude de la personne qui pose la question est très bonne. Déjà, commencer en fait par se rendre compte que finalement, on peut être susceptible par rapport à certains biais et tout ça, qu'on n'a pas la science infuse. Cette attitude d'humilité, et puis se dire il va falloir rechercher, entrecouper de ça, c'est déjà très bien en fait. Après ça, c'est un travail, à mon sens, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qui se fait de manière ponctuelle comme ça. Il faut en fait. Alors encore une fois, ça pose des questions. Est-ce que la personne a le temps de manière générale? Est-ce que la personne va vouloir faire ça juste sur quelque chose de ponctuel parce qu'il ou elle s'intéresse à une question particulière? Est-ce que de manière générale, c'est quelqu'un qui va avoir le temps, l'envie, les ressources de développer des outils intellectuels peut-être plus, encore une fois, sans être parfait, plus puissants, on va dire? Et puis aussi, je veux ajouter quelque chose qui, à mon sens, est très important. Ça dépend aussi un petit peu. Alors, je suis d'accord avec l'humilité, hein, c'est très, très important, mais ça dépend aussi un petit peu des questions sur lesquelles on réfléchit. Si, par exemple, ce sont des questions, par exemple, techniques, scientifiques, c'est vrai que la plupart des gens, en fait, n'ont pas la formation technique spécifique pour répondre à ces questions elles-mêmes. Et donc, on est obligé, finalement, de se référer à un certain type, entre guillemets, d'autorité. Voilà. Par contre, il y a d'autres, en fait, questions, des questions souvent un petit peu politiques, choses comme ça et tout, où finalement, il faut d'abord connaître les faits, mais une fois qu'on connaît les faits, il n'y a pas besoin d'avoir de ressources magiques et tout ça. C'est après des questions morales très basiques et n'importe qui est capable d'y répondre. Il n'y a pas besoin d'être expert, par exemple, au Moyen-Orient pour savoir que si on bombarde l'Irak et qu'on tue des milliers de gens, c'est pas bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'être expert pour savoir ça. Il faut juste savoir les faits. Et ensuite, n'importe qui est capable de réfléchir par rapport à ce genre de questions, finalement. Alors, je pense qu'il faut faire un petit peu la part des choses. Ça dépend un petit peu des questions sur laquelle ou sur lesquelles se penchent certaines personnes. Oui, allez-y, Charlenberg. Bon, je dirais que, enfin, il me vient en tête l'image d'un personnage très particulier qui a été très longtemps un négationniste. Et donc, il a douté de l'existence des chambres à gaz dans la destruction des Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à un moment donné, il s'est mis à douter. Parce que quand on est négationniste, a priori, on est censé douter, puisque c'est l'hyper-doute. Mais lui, il a vraiment douté. Et il a fait un livre étrange dont je ne vous conseille pas forcément la lecture, parce qu'il est vraiment sordide. Mais il a fait une vraie enquête sur les matériaux d'Auschwitz. Il est allé dans les sources, il a sorti tous les bulletins de commande, notamment du fameux gaz qui servait dans les chambres à gaz, enfin de l'installation des fours, enfin, etc. Il a fait une enquête historienne tout à fait classique et tout à fait factuelle, fondée sur des sources. Et ça, c'est un peu plus compliqué comme vaccin, mais chez lui, ça a joué le rôle de vaccin. Il est sorti de cette idée négationniste. Alors,
Ce qui me fait dire que, en effet, même si je suis d'accord avec Julien Musolino que tout le monde n'a pas le temps, hein, n'a pas forcément le temps de le faire, mais enfin, il y a des moments où ça vaut la peine de prendre le temps et de se poser vraiment la question. Sauf que quand on est dans l'éducation, on sait que des Jean-Claude Pessac, il en faudrait toutes les années, il en faudrait pour toutes les volées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a réglé ce problème-là, n'empêche que le problème survit et qu'il continue à se reposer, puis il va se reposer avec les volées suivantes, avec les générations suivantes. Et je suis bien placé pour dire que pour constater combien les enjeux de mémoire sont toujours la défense de la mémoire, c'est toujours une problématique qui se pose à contre-courant et on doit toujours, dès qu'on laisse un peu aller, on part dans des problématiques un peu justement qui nous mènent au relativisme. Après, je vais prendre un contre-exemple sur lequel les questions sont complètement ouvertes, mais parce que le négationnisme, pour moi, c'est clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde, mais voilà, n'empêche que pour Pessac, ce n'était pas clair. Mais je prendrai un exemple qui est pour moi absolument extraordinaire aujourd'hui, c'est le rapport à la dette. Et le rapport à la dette, c'est-à-dire la manière dont l'idéologie libérale dominante traite la question de la dette ou a changé un discours de la crise de 2008-2009, des subprimes, puis de la crise en Grèce, notamment aux effets du Covid, la manière dont on parle de comment gérer le problème de l'endettement, si on le regarde un petit peu, il évolue de manière absolument considérable. Et aujourd'hui, pour un citoyen lambda, comment se faire une idée de ce que c'est que la dette? Est-ce que c'est un truc qui nous pèse comme si l'État, c'était une famille qu'il fallait bien gérer? Ou est-ce que c'est un truc qui est structurel, qui fait partie du paysage et qui est normal, et avec lequel on peut jouer sans problème, parce que de toute façon, un État, c'est comme les grandes banques, et de toute façon trop grand pour échouer, etc. Eh bien, je pose ça de manière tout à fait, où je me mets dedans, c'est-à-dire en tant que citoyen, cette question de la dette aujourd'hui, si on fait une enquête, on va tout lire, on va lire tout et n'importe quoi. Et c'est un des aspects où c'est sans doute très, très compliqué de se situer, parce qu'en plus on joue sur le temps. Alors oui, je suis évidemment sensible, c'est-à-dire que c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard, etc. Et donc voilà une question où il faudrait, dans le fond, comment dire, il faudrait enquêter collectivement, il faudrait mettre ça en débat, mais en vrai débat, pour arriver à mettre à distance, et ça à partir d'un esprit critique justement, les discours de nuance, les pseudo-évidences qui ont été telles qu'elles ont été pendant très longtemps, puis qui peuvent se retourner, mais qui restent des évidences et qui pour moi, me posent question, quoi. Et donc, voilà, il y a des éléments où on fait une enquête, et puis c'est clair, et puis on peut s'y retrouver. Il y en a d'autres où ça montre la nécessité, en réalité, du débat démocratique, mais du vrai débat démocratique, pluraliste, où on se fait pas, où on n'accepte pas toute opinion ou toute évidence comme un espèce de dogme, et où on échange. Et je pense que ça, c'est un élément qui est aussi à défendre dans ce contexte-là. Est-ce que je peux, pendant 2 petites secondes, réagir par rapport à ce que vient de dire Charles? Je suis très content que vous preniez l'exemple de la dette. C'est un exemple qui me fascine. Alors, je ne vais pas délibérer là-dessus, mais je veux mentionner 2 livres c'est des livres en anglais, en fait, mais ce qui vous passionnerait, j'en suis sûr. Le premier s'appelle Debt, The First 5000 Years, qui est absolument, c'est une vue historique de la dette, qui essaie de comprendre ce que c'est, d'où ça vient et tout ça. Et puis le deuxième, qui est un bouquin d'une économiste américaine qui a été la economic advisor de Bernie Sanders, qui s'appelle The Deficit Myth. Elle s'appelle Stephanie Kelton. Et on en revient là à la question dont je parlais tout à l'heure, donc je suis vraiment content que vous preniez l'exemple de la dette. C'est qu'en fait, on a une approche intuitive ancrée en fait dans le fonctionnement cognitif de comment marchent les échanges de biens entre les gens et tout ça. Et puis on se trouve maintenant dans des sociétés avec des choses très, très, très complexes. Même la notion de l'argent, c'est quelque chose de virtuel, comment ça marche et tout ça. Donc il y a en fait un fossé entre les intuitions qu'on a par rapport à comment marche le système économique et puis comment il marche vraiment.
Et je pense que je suis vraiment content que vous preniez l'exemple de la dette parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question vraiment importante, exactement au sens que vous le mentionnez. Donc, merci. Le premier auteur, c'est qui? Le premier auteur, je n'ai plus le nom en tête. Pardon, mais on pourra s'écrire pour partager si vous voulez. Alors, voilà. Parfait. Alors, Dominique Cardon, le mot de la fin. Alors, moi, je reviens à la question initiale, même si je me posais la même question que vous. Mais là, du côté des discours, c'est-à-dire que sur la dette, entre 2008 et aujourd'hui, on nous dit les mêmes experts économiques nous disent exactement le contraire. On a de quoi être dérouté. Alors, c'était pour faire un petit contre-pied, mais ça va, un faux contre-pied, un contre-pied pour finir ce très, très intéressant et sympathique débat là. Moi, je dirais, aime ton biais, voilà. Parce que il y a quelque chose, mais je ne dis pas ça pour les biais cognitifs, effectivement, vis-à-vis desquels, évidemment, des opérations réflexives critiques sont toujours nécessaires. Voilà. Mais est-ce qu'elles sont nécessaires à tous les moments de la vie sociale? Est-ce qu'elles sont toujours et tout le temps nécessaires? Est-ce qu'on en a vraiment toujours besoin? Est-ce que parfois le biais ne nous mène pas à un endroit qui est désirable et qui est réellement désirable? Et pourquoi nos sociétés passent-elles leur temps à vouloir débiaiser tout le monde? Alors je le dis pour d'autres biais qui sont plus les biais de préférence politique. Hein. Mais notre imaginaire politique aujourd'hui, c'est des individus qui n'ont pas d'opinion, qui seraient constamment des calculateurs rationnels au barycentre de tous les points de vue et qui voudraient avoir les faits précis et puis pouvoir les évaluer correctement, etc. Donc, en réalité, derrière tout le discours du fact-checker et de la fake news, on a quand même une représentation de l'individu qui est assez troublante en réalité. Hein. Cette idée d'un individu qui est toujours à distance de lui-même et du coup à distance du monde, à distance de ses attachements, à distance de son passé, à distance de ses familles, à distance voilà. Et donc, peut-être qu'on lui fait perdre le sens d'attachement préférentiel à des familles, à des territoires, à des idées, à des concepts, à des politiques, sous prétexte que chaque fois, il serait sous influence d'un biais du passé, d'une tradition, d'un parti, d'une organisation, etc. Et voilà, moi, je ne cherche pas à dire que je suis inquiet de ça, mais je pense que ce discours d'une rationalité centrale, voilà, comme ça, est une réponse d'élite qui vient essayer un petit peu de rééduquer la société, mais qui du coup est moins attentif à l'idée de connaître son biais, connaître ses préférences, savoir de temps en temps aussi prendre une distance critique mesurée à l'égard de ses choix et de ses préférences, serait plus préférable. Vous voyez, par exemple, on dit sur les réseaux sociaux, alors c'est le grand truc, on dit vous êtes dans une bulle de filtre parce que vos amis, la plupart du temps, c'est parce que vos amis ont les mêmes idées politiques que vous, donc abonnez-vous à des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Ben non, en fait, ça marche pour des journalistes, ça marche pour des experts, ça marche pour tous ces gens qui veulent faire fonctionner la raison et la grande polyphonie des points de vue. Mais si les gens ont des idées politiques, culturelles, etc., d'un bord, ils ont sans doute de bonnes raisons d'aimer leurs préférences et leurs choix. Et donc peut-être qu'en forçant trop ce discours sur le débiaisage, je ne suis pas sûr qu'on apporte toujours voilà, la bonne réponse. Mais c'était une petite pirouette de fin. Merci. Donc, je redonne la parole à Emmanuel Sander. Très bien, mais écoutez, les meilleures choses ont une fin. On se rend compte que cette table ronde aurait pu encore largement se poursuivre. Je tiens à remercier à tous les organisateurs, à nos intervenants qui ont énormément apporté. Également, remerciements au public qui a su également la nourrir par la richesse de ses questions. Et donc, il nous reste à vous souhaiter une très belle soirée. Merci encore à toutes et à tous.